Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je pars étudier un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises et qui concerne, j'ai envie de dire malheureusement, bon nombre de personnes à travers le monde et bien sûr dans mon public. Voilà. Avec en plus maintenant de plus en plus l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la proximité physique s'évapore de plus en plus et le sentiment d'être seul au monde, abandonné de tous, s'installe. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté par bon nombre d'entre vous. Alors aujourd'hui, voilà, il est temps d'aller explorer ce sujet. Qu'est-ce que je perçois autour de la solitude? C'est parti. La toute première chose qui me vient déjà autour de ce mot, simplement se relier au terme, la solitude. Je perçois du silence, un silence assourdissant, du flou, du brouillard. Et j'entreaperçois une personne qui met sa tête entre ses mains. Elle pleure et elle se demande pourquoi elle est là. Elle se dit à quoi bon tout ça? Pourquoi faire? Du coup, il y a énormément de questions qui arrivent dans son esprit. Énormément. Plus elle se sent seule, plus elle tente de donner un sens et elle mentalise les choses. Bien souvent, ce sont des personnes très sensibles qui ne sont pas comprises par l'extérieur. Donc, elles se retrouvent seules parce qu'elles n'entrent pas en résonance avec le reste du monde. Elles préfèrent, quelque part, même si c'est douloureux, s'isoler pour ne pas risquer de se sentir de trop, de ne pas être comprises, de ne pas être accueillies, reçues telles qu'elles sont, avec leur sensibilité, avec leur questionnement, avec qui elles sont tout simplement. Ce qui me vient aussi spontanément, c'est les personnes hyper empathiques, communément appelées les empathes. Elles ressentent trop, elles ont trop de sensations qui sont parfois même pas les leurs. Elles ressentent le malheur des autres, tout ce qui traverse l'extérieur. Et du coup, c'est très lourd à porter pour elles. Donc, plutôt que de vivre ce type de situation, eh bien, elles s'isolent naturellement. C'est pas prioritairement un choix, c'est vraiment pour se protéger. C'est moins pire que de vivre justement la situation. Donc là, il y a vraiment une hypermentalisation. Je vois qu'il y a un énorme brouillard au-dessus de la tête de la personne. Un brouillard gris, une espèce de gros nuage noir. Et tous les égrégores imaginables qui peuvent se greffer par-dessus ce brouillard mental. Des émotions sombres. Voilà, grosso modo, c'est de ça dont il s'agit. Donc dans ce premier volet-là, comme je le disais, il s'agit de personnes hypersensibles. En deuxième lieu, je perçois des personnes qui sont pas suffisantes, qui ne se sentent pas assez, qui se sentent rejetées, pas légitimes d'être finalement en vie, pas légitimes d'être reconnues, d'être aimées par l'autre. Donc ces personnes-là, finalement, vivent une solitude, plutôt on pourrait l'appeler subie, parce que malgré les schémas qui n'ont pas été conscientisés pour la plupart, justement, ces personnes ont l'impression de subir leur sort, de subir leur vie, d'en être esclave. C'est pour ça que je mets des guillemets autour du mot subir, parce que pour moi, tant qu'on n'a pas conscientisé ses propres schémas, effectivement, on a l'impression de les subir. Mais quand on y met la lumière de la conscience par-dessus, on peut petit à petit corriger le tir et s'en sortir. C'est pour ça que j'emploie le terme subir avec parcimonie, puisque moi j'enseigne justement la reprise de souveraineté et de son propre pouvoir, pour ceux qui me connaissent bien. Donc là, c'est vraiment une personne qui se sent complètement rejetée, petite, insignifiante. C'est un peu comme si elle se tapissait dans un trou et elle ne bougeait pas. C'est ce type d'individu-là que je perçois pour ce second volet. Des personnes qui ne sont pas assez suffisantes, qui manquent de confiance en elles, qui n'ont pas été valorisées, validées. Souvent, ça vient de l'enfance d'ailleurs. Après, ça peut être des schémas aussi anciens, des schémas archaïques qui ne datent pas que de ce plan-là, mais d'autres plans. En troisième position, je perçois les personnes qui choisissent d'être seules. Pourquoi? Parce que ces personnes sont suffisamment complètes et suffisantes dans leur ressenti,
dans leur vie au quotidien, qu'elles n'ont pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce avec quoi elles se nourrissent par elles-mêmes, c'est-à-dire la présence, l'introspection, l'instant présent qu'elles vivent au quotidien. Du coup, elles se nourrissent assez par elles-mêmes et ça leur convient. Elles sont dans une forme de plénitude plus ou moins constante. Bien sûr, il y a des hauts et des bas comme pour chaque être humain. Mais dans ce cas-là, elles arrivent à s'autosuffire. Et la plupart du temps, c'est plus un poids d'avoir à aller vers l'extérieur que de rester seules. Elles ont vraiment besoin de revenir souvent à la solitude. La solitude est souvent diabolisée d'ailleurs ou vue d'une façon négative. Souvent, on associe solitude avec tristesse. Eh bien, pour ces personnes-là, ce n'est pas du tout le cas. Solitude égale réparation, régénération, tranquillité. Et bien souvent, d'ailleurs, ces personnes-là sont taxées d'égoïstes. On leur dit qu'elles pensent qu'à elles, qu'elles sont bien que toutes seules, que ce sont des ermites, qu'elles s'isolent du monde, qu'elles sont asociales. Bref, tout un tas d'étiquettes qu'on leur colle, alors qu'en fait, elles se sentent simplement bien avec elles-mêmes dans leur vie. Elles ont la maîtrise de leur vie globalement. Et c'est mal perçu par l'extérieur. Et devinez souvent par qui c'est mal perçu, par les personnes qui n'arrivent pas à se donner elles-mêmes cet état d'être. Donc, elles se retrouvent à envier une personne sans même se l'avouer directement. Alors que si elles regardaient à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'elles conscientisaient leurs propres failles, leurs propres schémas, eh bien, elles n'auraient plus à envier qui que ce soit. Elles auraient compris que ce qu'elles envient chez l'autre, c'est ce qu'elles ne s'autorisent pas à se donner par elles-mêmes. Et là, je vais confirmer cet état des personnes qui veulent se retrouver la plupart du temps seules. Parce que derrière le fait qu'on les prend pour des personnes asociales, ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes bien souvent très empathiques, très centrées, en équilibre, qui ont compris beaucoup de choses sur leur mode de fonctionnement, leur propre vie. Et du coup, comme elles sont en équilibre par rapport à elles-mêmes, elles peuvent bien souvent aider l'autre, le ressentir, l'accompagner, etc. C'est finalement très très sain de ressentir un besoin de solitude, un besoin de s'isoler, un besoin de se retrouver. Pourquoi? Parce que quand on est trop perméable à l'extérieur, déjà qu'on n'a pas trouvé son axe et son équilibre de manière stable, eh bien on est facilement impacté par tout ce qui se joue autour. C'est le cas des premières personnes que j'ai citées ici dans mon enquête, les personnes empathes ou hypersensibles qui ressentent tout et par la force des choses, pour moins souffrir, s'isolent sans le décider consciemment. Alors elles ressentent la solitude, mais elles ne conscientisent pas forcément complètement le schéma. Je me mets en retrait par la force des choses, sinon je ressens trop. C'est moins pire de me retrouver dans la solitude que d'être face au monde extérieur à travers lequel je ressens tout le malheur. C'est pas forcément réellement conscientisé. Voilà, donc pour les personnes qui ont besoin de solitude, c'est vraiment très sain comme attitude, parce que quand on s'isole, qu'on se retrouve seul, eh bien, on trouve son équilibre et c'est comme ça qu'on peut aller mieux vers le monde, mieux discuter avec les autres, être plus présent. Une fois qu'on s'est ressourcé, qu'on est bien, eh bien là, on peut apporter à l'autre. Uniquement dans ce cas, quand notre vase est bien rempli, bien en équilibre, à ce compte-là, on peut déverser sur l'extérieur et alimenter, nourrir l'extérieur, mais pas avant. J'ai envie de dire que dans mon ressenti, c'est vraiment le cas de figure le plus sain, le plus équilibré, le plus naturel. Mais ça peut choquer bon nombre de personnes qui ont l'impression de subir leur vie et d'en être totalement victimes, bien sûr. En quatrième volet, je perçois une solitude démissionnaire. Les personnes, par exemple, ce qui me vient là tout de suite, empreintes de justice, qui ont voulu, entre guillemets, contrôler le monde pour le rendre meilleur, pour le moduler à leur image, et qui se sont retrouvées totalement désenchantées par les résultats. Parce que bien sûr, quand on est empreint de justice, c'est le cas des personnes, par exemple, militantes, des personnes qui ont envie de refaire le monde, qui ont des bagages dans d'autres plans où justement
Des fois, elles ont pu finir sur le bûcher, justement parce qu'elles avaient énoncé des vérités qui n'étaient pas bonnes à dire à ce moment-là. C'est souvent ce cas de figure qui ressurgit. Alors là, ces personnes empreintes de justice, justement, elles ont envie de tout révolutionner et elles forcent le monde à essayer d'être à leur image. Donc là, forcément, c'est destructeur, puisqu'on n'a pas la main, on ne peut pas contrôler l'extérieur. Et quand on insiste qu'on veut contrôler, ben forcément, au bout d'un moment, on se brûle les ailes. Alors ces personnes, déçues bien souvent de l'humanité, des comportements humains, de la vie, au final, ça se généralise à être déçues de la vie, eh bien, elles se retirent. Elles se retirent dans une solitude aigrie la plupart du temps où, de leur point de vue, voilà ce qui me vient, texto, le monde est pourri, les gens sont cons, enfin, c'est souvent ça qu'on entend, je reprends ce que j'ai entendu la plupart du temps. Et là, c'est vraiment une solitude d'extinction, je dirais. Si ces personnes-là ne se reprennent pas, ne conscientisent pas les schémas qu'elles ont eus, ça demande à lâcher l'ego, c'est pas facile, eh bien, c'est une lente extinction qui les guette. Donc là, extinction au niveau du moral, et bon, à long terme, si c'est accompagné par une démission du corps, ça peut souvent entraîner une mort physique, mais sur des années, dans des cas où vraiment la personne se laisse complètement aller. Il y a un deuxième volet, dans ce quatrième volet, ce sont les personnes qui ont été dans des attentes extrêmes et régulières. Donc, par exemple, une personne qui attend de l'autre qu'il la reconnaisse, qu'il agisse ainsi, qu'il fasse comme ci ou comme ça, telle action. Ou bien tout simplement l'attente d'un monde meilleur, l'attente que l'autre comprenne. C'est pas forcément une insuffisance de la part de la personne, c'est-à-dire elle se sent jamais assez, elle se sent rejetée, elle a la blessure d'abandon ou autre. Pas forcément, mais c'est quelqu'un qui fonctionne sur beaucoup d'attentes de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas conscience de son pouvoir intérieur. Donc forcément, vu qu'elle n'est pas consciente qu'elle peut s'apporter elle-même ce qu'elle désire de l'autre, avant tout, eh bien, au final, même si cette personne, elle n'est pas empreinte de justice et qu'elle, par exemple, ne milite pas ou autre, au bout d'un moment, ça engendre forcément des déceptions. Quand on attend quelque chose, quoi que ce soit quelque chose de grand ou quelque chose d'infime, forcément, nos attentes sont déçues un jour parce qu'on ne contrôle pas l'extérieur. Et à partir du moment où on cherche à le contrôler, on se casse les dents à un moment donné. Je perçois aussi un cinquième volet, des personnes qui se voient comme l'égal de l'autre. Par exemple, je suis humain, tu es humain, donc on fonctionne pareil. Et donc forcément, quand elles se regardent dans l'autre et qu'elles voient qu'ils fonctionnent différemment, eh bien ça engendre une certaine forme de résistance, d'incompréhension. Par exemple, la personne va se dire « mais moi je fonctionne comme ça, comment se fait-il que l'autre ne fonctionne pas comme ça? On est des humains, cette personne-là devrait être empathique, elle devrait avoir des émotions comme moi, elle devrait me comprendre, elle devrait voir les choses de la même façon que moi. » Or, non, puisque nous sommes tous différents, nous avons tous des incarnations différentes, des plans de vie qui ne sont pas les mêmes, en fonction de nos blessures, de notre transgénérationnel, de notre bagage, surtout notamment au niveau de ce qu'il y a inscrit dans notre ADN, de nos mémoires, d'autres plans, etc. Donc cette personne, dans sa façon de voir les interactions humaines, tout le monde fonctionne comme elle. C'est pas forcément conscient, mais voilà. Elle pense que chaque humain est l'égal de l'autre. Donc moi, si je ressens ça, pourquoi toi tu ressens pas ça? C'est pas normal. Et là, forcément, vu que le miroir il nous reflète un reflet différent du nôtre, la personne se sent incomprise, se sent décalée. Et donc là, c'est pas une question d'insuffisance, je le redis, pas forcément. Les deux ne sont pas incompatibles, peuvent coexister. Mais voilà, la plupart du temps, c'est une forme de comparaison. Tous les humains doivent être empathiques, par exemple. Tous les humains doivent être gentils. Tous les humains doivent être comme ci, comme ça. Et cette personne ne se reconnaît pas en l'autre. Donc, ça crée une cassure entre elle et le monde. Du coup, elle se renferme dans une solitude moitié choisie, moitié pas choisie. Parce que par la force des choses, elle se retire parce que elle se sent pas comprise. Donc, elle se retire naturellement. Et de l'autre côté...
Elle choisit aussi d'être plutôt seule que de se comparer à des personnes dans lesquelles elle ne se reconnaît pas. Alors, je perçois aussi une solitude de deuil. Alors là, ça peut être un deuil, une personne que l'on a perdue, un décès donc. Ça peut être un deuil d'un ancien schéma qu'on a conscientisé, qu'on ne reproduit plus. Et là, bien sûr, quand on change de fréquence, de vibration, notre vie se transforme et on peut ressentir un moment de vide, de flottement et de grande solitude. C'est tout à fait normal. On peut passer même par une phase de remise en question totale de qui nous sommes, de notre vie. Mais là, souvent, la plupart du temps, c'est un tremplin pour mieux rebondir et mieux construire son identité future, mieux se reconstruire, je pourrais dire. Donc là, c'est une solitude qui est nécessaire, salvatrice et un peu inévitable. Quand on se reconstruit, on passe par des paliers. Donc il y a des paliers où on flotte, hein, vraiment. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Et justement, c'est ce que certains de mes accompagnés sont en train de vivre en ce moment. Et je suis heureuse d'être là, justement, pour les aider à passer cette phase normale de leur évolution. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est normal, des fois, de se sentir triste, dépité, perdu, complètement seul face à ce qu'on vit. C'est totalement humain. Là, il n'y a pas besoin de dramatiser tout ça. Ça fait partie du processus incarnatoire. Donc, il faut quand même surveiller son parcours, voir où on en est. Et petit à petit, la solitude est censée s'amenuiser. Si elle perdure, si on commence à s'inquiéter de vivre ça, là, par contre, il ne faut pas rester trop longtemps dans ce cas. Mais c'est valable pour tous les états de solitude, de toute façon. Si vraiment on sent que ça devient trop pesant, trop lourd, il ne faut surtout pas rester dans ces états. Donc là, j'ai fait le tour des principaux schémas de solitude qui me sont venus spontanément, hein, sur le plan subtil, en me connectant à l'égrégore de la solitude. Maintenant, je vais faire une petite conclusion. Donc, la solitude, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément pathologique. Bien au contraire, des fois, ça peut être un élan vers plus de conscience, vers une vie meilleure, vers plus de douceur, plus d'apaisement. Il faut bien distinguer une solitude pesante qui s'aggrave et une solitude nécessaire par cycle, qui va, qui vient, qui s'en va. Et également une solitude qui nous permet de nous réparer, de nous régénérer, de nous retrouver. Ce n'est pas la même chose. Donc là, je vais faire appel à toi, si tu vis de la solitude là et que tu es en train d'écouter mon enquête. Questionne-toi, quel type de solitude est-ce que je vis? Déjà, est-ce que c'est une des solitudes que j'ai décrites dans cette enquête? Si c'est encore une autre solitude, là, je t'invite à me le partager en commentaire. Ça pourra permettre de compléter l'enquête. Là, j'ai fait une ébauche d'enquête, hein, je ne voulais pas faire trop long. À toi de me dire en commentaire ce que tu ressens. Et surtout de voir, questionne-toi. Est-ce que ça me semble pathologique? Est-ce que c'est une solitude que je vis par cycle? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle m'enfonce? Là, il faut faire un état des lieux par rapport à la solitude. Parce que comme je le dis, elle n'est pas forcément négative, la solitude. C'est comme ça qu'on la taxe généralement. Mais la solitude n'est pas forcément négative. Je le répète, vraiment, c'est important de faire un état des lieux. Comment tu perçois cette solitude? En quoi elle te dessert dans ta vie au quotidien? En quoi elle te fait du bien dans ta vie au quotidien? Et là, tu pèses le pour et le contre. Tu fais la balance. C'est là que tu sauras où tu en es. Attention! Donc, la solitude, parfois, nous reconstruit plus que jamais. Donc, il est important de la laisser s'exprimer dans nos vies. Mais par contre, si cette solitude est pesante, que tu te sens de plus en plus mal là-dedans, que tu ne sais pas comment t'en sortir, que tu veux agir seul ou seule, mais que tu ne sais pas par où commencer, ou tout simplement que tu n'as même plus l'élan d'agir, alors là, surtout, ne reste pas dans cette situation. Fais-toi accompagner, fais-toi aider pour en parler, pour voir d'un peu plus haut de quoi il s'agit te concernant. Parce qu'un accompagnant, un bon vrai accompagnant, va pouvoir t'aider à y voir le tableau. Parce que tout seul, toute seule, des fois on ne peut pas voir le tableau en entier. On n'a pas les outils, on est trop près du tableau, on a le nez dans ce qui nous fait défaut. Donc on ne peut pas avoir le recul nécessaire, c'est parfaitement humain. Et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Parfois, il faut accepter de se faire aider. Pas vouloir faire du zèle, se dire non mais j'ai les capacités, je suis souverain, je vais m'en sortir tout seul.
parfois on a besoin de se faire accompagner. C'est typiquement humain, on a tous besoin d'aide à un moment donné, on est là pour interagir les uns les autres, on reste des humains pour s'entraider. Donc ce n'est pas une honte de demander de l'aide à quelqu'un. Aide-moi à y voir plus clair, aide-moi à me reconnecter à qui je suis. Aide-moi. On n'est pas tous au même niveau. Certains ont des talents que d'autres n'ont pas, et vice-versa. Donc, il est important de se faire accompagner par quelqu'un qui a un talent supérieur au nôtre. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Il ne s'agit pas de se dire, bon, je me débrouille seul, je suis souverain, allez hop, j'ai plus besoin de personne. Ben non, sinon la vie s'arrêterait. On n'interagirait plus entre nous, il ne se passerait plus rien. Le monde, il serait fini, ça serait mort. Donc, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le but. On est justement là pour s'entraider, se partager nos talents les uns les autres, et puis surtout, ne pas rester dans des situations où on sent qu'on s'enfonce, surtout pas. Donc là, il est important de réagir avant qu'on n'ait plus l'énergie de réagir justement et qu'on soit dans un état parfois totalement zombifié, incapable de penser par nous-mêmes. Il ne faut pas en arriver là. Et ça peut arriver, ça peut vite arriver même des fois si on laisse faire trop longtemps, qu'on est dans un état de détresse, ne pas rester comme ça. Justement, faire appel à quelqu'un de confiance, un thérapeute qui nous parle. Voilà, c'est très important que la personne nous parle. Un thérapeute ou même tout simplement, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille. Mais voilà, dans tous les cas, aller vers quelqu'un qui nous appelle, vers quelqu'un vers qui on va se sentir en confiance. Il faut que l'élan soit naturel, qu'on ait envie d'aller vers cette personne. Voilà, c'est très important. Voilà pour la petite conclusion. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour ceux qui ressentent l'élan, moi je suis là, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire un état des lieux de ce qui vous arrive, que ce soit des problèmes que vous rencontrez au quotidien, des problèmes transgénérationnels, une vie de famille compliquée avec votre conjoint, vos enfants, les relations professionnelles compliquées avec les collègues de travail, avec vos animaux de compagnie, je ne sais quoi encore, parce qu'il y a tellement de cas possibles. Si vous en ressentez l'élan, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire une première approche. Et sachez qu'avec moi, vous ne serez jamais seul, ni seule. Je suis là pour vous aider et j'adore mon métier. Et voilà, je suis très présente. Donc, je ne vous laisserai pas tomber. J'essaierai d'être toujours de bons conseils avec vous. Voilà, vous partager mes intuitions les plus profondes, les plus fiables. Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. Et pour la prochaine enquête, une petite surprise. Je ne vous dévoile pas pour l'instant, vous verrez. J'aime bien des fois rester mystérieuse. C'est aussi ma nature. Sur ce, merci pour votre confiance, vos partages, vos suivis, vos points de vue. Tout est précieux. Alors n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire et m'en dire un petit peu plus. À très bientôt.